Lionel Bélanger, consultant à la société IBEL, enseignant à l'école HEC. Mon propos ici est de vous donner quelques éclairages sur les différents types de questions qui peuvent être posées au cours d'un entretien, qu'on peut ressentir parfois d'ailleurs comme des questions pièges, et quelques pistes pour y répondre de manière à ne pas être pris au dépourvu, ce qui est la pire des choses, au cours d'un entretien de recrutement. Donc, une petite dizaine de questions parmi celles assez traditionnelles qui peuvent revenir les unes après les autres, parfois de façon assez intensive à certains moments de l'entretien, parfois de façon très ponctuelle et par surprise au début, au milieu ou à la fin de l'entretien. Une question souvent qui sert au démarrage, parlez-moi de vous. Alors c'est une question qui peut faire peur parce qu'on ne sait pas forcément trop quoi répondre, on ne sait pas par où commencer. Et la recommandation que l'on peut faire, c'est de structurer sa réponse, c'est-à-dire diviser tout simplement par exemple sa réponse en trois grands domaines. D'abord, dans ma vie professionnelle, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, dans ma vie personnelle, ce qui m'intéresse, ce qui m'attire, des hobbies éventuellement, et dans ma vie familiale, dire quelques éléments qui vous appartiennent de façon la plus sincère possible et simple. Donc, bien structurer sa réponse. Une deuxième question qui apparaît souvent assez tôt aussi, c'est quelles sont vos ambitions? Alors, on cherche à travers cette question peut-être à vous projeter dans l'avenir, ne pas aller trop loin, ne pas être trop irréaliste, mais au contraire faire une réponse qui rassure, qui est solide, à mon sens, mettant en avant deux choses. D'une part, la priorité pour vous, c'est de répondre aux objectifs actuels du poste qui va vous être proposé, d'atteindre ces objectifs et de répondre aux attentes de votre employeur. Et une deuxième ambition qui est toujours intéressante à mettre en avant, c'est celle de l'idée de progresser, d'évoluer à la fois dans sa fonction, dans les activités, dans le poste et dans l'entreprise. Une question qui peut dérouter aussi, qui porte sur la qualification, surtout quand elle est posée dans les termes suivants. Est-ce que vous n'êtes pas surqualifié pour ce poste? On laisserait entendre que l'expérience que vous avez fait valoir ou votre CV tendrait à montrer que le poste pour lequel vous êtes candidat finalement est un peu inférieur par rapport à d'autres expériences professionnelles. Je crois que là, il faut répondre en montrant que cette surqualification, si elle existe dans l'esprit du recruteur, c'est pour vous plutôt un atout. Mieux vaut avoir une grande expérience et avoir été peut-être au-delà des responsabilités qu'on va vous accorder pour faire face à celles qui vont vous être proposées. Et une deuxième réponse que l'on peut faire, c'est de dire que c'est surtout la société, l'activité qui vous est proposée, qui vous intéresse. Parce qu'elle est différente évidemment de l'activité et de la société précédente, et que ceci pour vous compte de façon sensible. Un recruteur peut être justement heureusement intéressé par quelqu'un qui met en avant son intérêt pour la société. Une question à laquelle on ne manque pas pour les gens qui ont déjà eu une fonction, qui ne sont pas sur un premier emploi, d'être confrontés, c'est celle de l'information sur la raison pour laquelle on a quitté son précédent poste. Je crois que là-dessus, il ne faut pas se sentir coupable, il faut être très clair, dire la raison, quelle qu'elle soit. Ça peut être un licenciement économique, ça peut être un départ aussi volontaire et dire pourquoi on a quitté sa société. Je pense que l'aspect sincérité, la clarté, le fait de montrer qu'il n'y a pas de culpabilité à aborder ça est un élément sensible aussi dans l'impact psychologique que vous aurez sur votre interlocuteur. S'il y a eu une longue activité, la question est posée parfois pourquoi vous avez mis autant de temps à retrouver du travail, ou pourquoi vous êtes devant moi alors que ça fait 2 ans ou 3 ans que vous n'avez pas d'autre activité. Je crois que là on a une question effectivement sensible qui malheureusement avec un marché de l'emploi difficile aujourd'hui ne manque pas de se produire dans certains cas. Donc il est clair ici qu'il ne faut pas nier cette longue période, la mettre peut-être évidemment sur le compte d'un marché de l'emploi extrêmement difficile, plus difficile encore que c'était prévu, et de mettre en avant que votre recherche a toujours été active, qu'elle s'est toujours accompagnée de votre part par des activités de formation, par un recul, par une réflexion, par l'exploitation de ce temps disponible qui n'était pas forcément prévu, que vous avez fait et qui doit vous permettre de redémarrer dans des très bonnes conditions dans une nouvelle mission, dans un nouveau poste. La question que les candidats souvent n'aiment pas, qui est celle des qualités et défauts. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts?
Là encore, au lieu de s'embrouiller, autant faire une réponse très précise à 2 volets, puisqu'il y a 2 questions en une seule. Quelles sont vos qualités ? Je crois qu'on ne les invente pas quand on est à 50 cm du nez de l'interlocuteur, on les a dans sa tête, on ose le dire. Par exemple, on est quelqu'un de très organisé, on est quelqu'un qui a une bonne conscience professionnelle, on a quelqu'un qui aime bien les choses régulières, qui aime bien travailler en confiance. Bon, ça, ce sont mes qualités. En revanche, s'agissant des défauts, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'être là aussi sincère en disant écoutez, j'ai quelques progrès à faire, par exemple, dans ma manière de me comporter en groupe, à l'oral, dans les réunions, prendre la parole, etc. Ce n'est pas forcément un lieu d'aisance pour moi, et j'y travaille, et je cherche à progresser dans ce domaine-là. Donc, être au clair sur un bilan par rapport à soi-même, côté qualité comme côté défaut. Comment on concilie, beaucoup d'employeurs y sont sensibles aujourd'hui, comment on concilie travail et vie personnelle ? Là aussi, cette question est souvent posée. On pense aux femmes en particulier, mais pas seulement. De plus en plus aujourd'hui, les hommes et les femmes sont confrontés à cette même question de la conciliation de la vie personnelle avec la vie familiale. Je crois qu'il y a une réponse à faire, et si vous avez déjà travaillé là-dessus, forcément, vous avez pris en compte cet élément, c'est la nécessité de vous fixer des règles de fonctionnement, des règles du jeu. Quand on est au clair avec son organisation personnelle, quand on a fixé des règles du jeu, on peut mieux faire face à différentes situations, parfois difficiles, mais cette nécessité de fixer des règles du jeu prouve que vous avez réfléchi à la question, prouve que vous n'êtes pas pris de court et que c'est un élément qui compte dans votre vie professionnelle comme votre vie personnelle. Le temps également est important. Combien de temps vous allez rester dans la société ? Cette notion du temps est importante dans l'esprit de l'employeur qui parfois peut avoir peur d'une personne qui viendrait dans un emploi et qui le quitterait peut-être un peu vite parce qu'elle cherche autre chose, parce que ce n'est pas forcément ce qu'elle souhaitait. Donc vous n'éviterez pas cette question qui consiste à avoir un engagement qui n'est pas contractuel, mais de vous dire est-ce que vous allez rester longtemps dans notre société ? Si vous entrez chez nous, est-ce que vous n'allez pas partir dans les 3 mois, 6 mois si vous trouvez mieux ailleurs ? Donc là aussi, je crois qu'il est clair qu'il faut faire preuve de sincérité sur ce que vous comptez faire, en disant que vous imaginez par exemple un cycle de 2 ou 3 ans, que vous ferez un bilan peut-être dans 2 ou 3 ans, et que vous prolongerez ou vous continuerez dans la société s'il y a une progression. Je crois que la continuité est un atout assez important. L'idée de rester dans une société un certain temps permet en général de mieux utiliser son expérience et d'apporter à l'employeur des réponses plus rassurantes, plus intéressantes. Il y a une question souvent qui vient vers la fin dans un entretien parfois qui consiste à demander si vous n'aviez pas répondu à cette offre, quelle autre activité vous intéresserait ? Voilà un exemple de question piège parfois qui peut être ressenti en tout cas comme une question piège. Je crois que celle-là, il ne faut pas tomber dedans, justement. C'est de dire, c'est ce poste-là, c'est cette activité-là que je recherche, et pas une autre. Parce que dès l'instant que vous cédez à l'idée de dire, bon, par exemple, ce qui m'intéresserait éventuellement, ce serait ça aussi, prouve que dans votre tête, c'est pas clair. Donc là, c'est votre conviction, c'est votre sincérité. Non, c'est ce poste-là que je recherche, c'est cette activité-là, et c'est pourquoi je suis devant vous, je suis candidat à cette fonction. Et puis, au dernier moment, parfois, à la fin d'un entretien, pour vous demander, pour voir si vous avez une bonne capacité de résistance au stress ou aux difficultés, on vous demande si vous êtes critiqué, comment vous réagissez. Alors justement, il ne faut pas tomber dans le panneau, c'est-à-dire pas faire preuve de culpabilité dans ce cas-là, en disant « j'entends les critiques, je suis capable de les accepter, je suis capable d'en tirer des enseignements, et surtout, je pose des questions ». C'est-à-dire quand on me dit, par exemple, que la réunion que j'ai animée n'a pas été forcément très bien appréciée par les participants, je dis à mon interlocuteur, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous me conseillez, qu'est-ce que je n'ai pas fait qui aurait pu être plus efficace. Donc se montrer constructif. Finalement, pour répondre à toutes les questions, quelles qu'elles soient, plus ou moins pièges comme on vient de les voir, c'est l'attitude constructive qui est payante. Montrer qu'on ne se sent pas coupable, qu'on ne se défend pas, mais qu'on cherche au contraire à progresser, à aller de l'avant et à s'affirmer.